C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti, l'insurrection qui devrait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. L'histoire de la traite négrière commence en 1441 par la déportation des captifs africains vers le sud-ouest du continent européen. Après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le besoin en main-d'œuvre s'est fait ressentir. Plus tard, elle donnera naissance au commerce triangulaire qui consisterait à échanger des produits européens contre des esclaves en Afrique, puis de vendre ces esclaves aux Américains en échange des objets de pacotille, du sucre, des boissons alcoolisées, des épices. C'est dans ce contexte que la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est commémorée le 23 août de chaque année. Les premières commémorations de la journée ont eu lieu dans plusieurs pays, notamment le 23 août 1998 à Haïti et le 23 août 1999 à Gorée au Sénégal. Cette journée internationale vise à inscrire les tragédies de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024. Voici l'ambiance qui prévaut sous des bâches de vente de fournitures scolaires dans cette zone à Cotonou. Les revendeurs se plaignent. Le marché est tellement calme, les tasses évoluent de jour en jour sur les produits de l'école, tout ça là. Et aussi, bon, les blancs, pour importer les trucs aussi, c'est un peu difficile, donc c'est un peu ça qui fait la cherté des trucs. Par exemple, des sacs, même des polycopes béninois, c'est un peu cher. Les cahiers aussi, ça a pris beaucoup de prix. Cette année, le cahier qui était à 1200 est venu à 1400, donc on n'y peut rien. Toutefois, il propose des solutions aux parents d'élèves qui traînent encore les pas. C'est vrai que les parents disent qu'il n'y a pas de moyens financiers, mais il vaut mieux sortir un peu tôt pour payer un peu. Comme ça, à la fin des examens, il n'y aura pas des enfants sans fourniture scolaire. Pour rappel, la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour démarrer dès le 18 septembre prochain selon le calendrier scolaire 2023-2024. On va bientôt commencer la rentrée scolaire. Et ça fait déjà bientôt 3 mois que les enfants sont en vacances. Normalement, concernant la rentrée scolaire, on devrait commencer les préparatifs depuis que les enfants sont rentrés en vacances. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à préparer la rentrée scolaire. Et les fournitures sont déjà sur les étalages pour les vendeuses, quoi. Donc,
Normalement, en tout cas, moi qui suis en train de vous parler, j'ai déjà acheté les fournitures pour mes enfants, ainsi que les tenues de scolaire. Donc, il ne faut pas laisser les enfants errer, parce que les enfants n'ont pas demandé à naître. En tant que parents, on doit faire ce qui est pour nous, parce que nos parents ne nous ont pas laissés, nous. On nous a supportés, on nous a soutenus. Donc, on doit supporter les enfants pour que demain, eux aussi supportent leurs enfants. La rentrée scolaire, ça se prépare dès la fin de l'année scolaire en cours. C'est-à-dire, il ne faudrait pas attendre que l'autre rentrée commence ou bien s'approche avant de se préparer pour les effets scolaires, c'est-à-dire les achats des cahiers, des bics, tout ça là. C'est dès la fin qu'il faut commencer par se préparer. En faisant quoi? Avoir un cahier, quand vous trouvez un cahier 100 pages, paquet, 200 pages, paquet, un à un, il faut s'en procurer. Des bics, il faut s'en procurer un à un, juste pour que le temps ne vous rattrape pas. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est la fin d'une autre que l'autre commence. Que j'exhorte, pour cela j'exhorte beaucoup les parents pour qu'ils fassent tout possible et préparer la rentrée des enfants dans les vacances en fait. Dans les vacances et non à la fin des vacances qu'il faut commencer par courir de gauche à droite, de dire je veux faire des prêts, faire ceci, cela, non. Il faudrait juste qu'ils commencent à acheter les effets scolaires pour les élèves dès maintenant. On parle de cherté de la vie, mais les fournitures ne sont pas si chères. Et les cahiers de 100 pages, le paquet c'est à 1100 francs. Quand on parle de cahiers de 200 pages, c'est à 2000 et quelques. Mais si en tant que parent, on veut faire la vie, on s'assoit, c'est pas 1000 francs on dépense, c'est pas 2000 on dépense plus que 5000. Donc il faut qu'on prenne les enfants au sérieux, il faut qu'on se prenne au sérieux et supporter nos enfants pour que leur avenir de demain soit meilleur. Aujourd'hui au Bénin, on a remarqué que tout est cher. Comme tout est cher, c'est aussi une raison pour celui qui est conscient et qui sait très bien que les choses sont déjà chères, qu'il faut se préparer à l'attente. Parce que toute chose a une préparation. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès la base, c'est-à-dire dès la fin de l'année scolaire, en cours. Et ce n'est pas la fin des vacances qu'il faut commencer par courir. Ils auront pas, tout le monde n'aura pas les moyens de s'en procurer. Ça fera que beaucoup de parents n'auront pas la capacité d'acheter les effets scolaires pour les élèves. Je demande aux parents d'élèves de tout faire. C'est une demande que je fais aux parents d'élèves de tout faire pour acheter les fournitures, les sacs aux enfants. Et surtout, ne laissez pas les enfants commencer les classes et du jour au lendemain, on va parler de palu, de vomissement, quoi. Donc, prenez les enfants au sérieux et traitez le palu aux enfants pour que la rentrée scolaire soit une bonne rentrée. Bon, en ce qui concerne la crise du Niger qui s'est produite le 26 juillet passé, vraiment l'importation de l'oignon vers le Bénin est extrêmement difficile. Et les clients qui viennent s'approvisionner au marché international de Dantokpa ne trouvent plus le produit pour acheter parce que le prix a grimpé. Auparavant, lorsqu'il n'y a pas la crise du Niger, nous achetons l'oignon de 150 kg à 30 000, 35 000. Mais lorsque la crise s'est produite au Niger, l'oignon est revenu à 50 000 francs le sac de 150 kg. Et les sacs de 50 kg, avant c'était à 10 000, maintenant c'est revenu à 16 000. Donc nous voulons que le gouvernement et la CEDEAO n'ont qu'à voir la situation des populations pour qu'ils trouvent un peu de soulagement, pour trouver de gains de cause pour ceux qui vont manger parce que la charité de vie là c'est trop cher maintenant, vraiment nous sommes dépassés. Donc le gouvernement n'a qu'à essayer de voir la situation avec la population du Bénin et du monde entier.
Ce n'est pas moi seul qui a senti, tout le monde a senti. C'est toute la population qui a senti. Les deux populations, ce n'est pas les deux populations, toute la région de la CEDEAO ont senti. Parce que ça là, ce qui est arrivé maintenant là, ce n'est pas affaire des présidents ou bien des militaires, c'est la population qui est en train de souffrir et c'est lui qui est en train de subir les conséquences. Parce que la population, lui, n'a rien fait. La population est là à cause des présidents et à cause des militaires. Donc nous, ils n'ont pas besoin de nous faire souffrir. Et concernant les fermetures des frontières comme ça, là, donc ils n'ont qu'à, nous, ce qu'on souhaite au gouvernement, de voir la souffrance des populations et d'ouvrir les frontières pour que les marchandises puissent passer et pour que la population soit satisfaite. Parce que nous avons beaucoup souffert. Tout le monde, ce n'est pas moi seul. Parce qu'avant, si c'est avant comme ça, l'oignon est là et un peu moins cher. Aujourd'hui, par manque d'arrivage, tout le monde est en train de souffrir. Donc, nous souhaitons que le président regarde la souffrance, parce que c'est à cause de la population qui sont là. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus par gré. Donc c'est la population qui les a choisis et la population est en train de souffrir derrière eux. Ils n'ont qu'à voir la souffrance des populations. Le Niger a été suspendu de toutes les institutions et activités de l'Union africaine jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, a annoncé l'organisation mardi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, qui compte 55 pays, a pris cette décision à la suite du coup d'État du 26 juillet. Il s'agit là de la première annonce publique du Conseil depuis qu'il s'est réuni le 14 août pour discuter de la crise au Niger. Dans ce communiqué, le CPS demande à la Commission de l'Union africaine une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine à Niamey, appelant à une solution diplomatique. S'agissant de la transition de 3 ans annoncée par la junte samedi dernier, elle a été rejetée par le Conseil qui a appelé tous les États membres et la communauté internationale à s'abstenir de légitimer le régime illégal au Niger. Le M62, une coalition de la société civile nigérienne, a convoqué mardi la presse à son siège à Niamey. Son leader veut faire passer un message aux soldats français basés au Niger. Ils doivent faire leurs valises après la dénonciation par la junte au pouvoir à Niamey le 3 août d'une série d'accords militaires avec la France, dont certains prévoient une période de préavis d'1 mois. Nous n'accorderons pas une seconde, et ça, que le CNSP lui-même le met dans sa tête, une seconde, aux forces françaises sur notre territoire à l'expiration de ces délais-là. Tous les villages, toutes les communes environnantes vont descendre sur la capitale. Et Wallah, nous allons les faire sortir. Ils vont quitter. Dire qu'ils sont au Niger, ils ne vont pas quitter. Mais ils vont quitter. Mais la France a depuis fait savoir qu'elle ne reconnaît pas la dénonciation des accords initiés par un pouvoir illégitime et n'envisage pas le rapatriement de ces 1500 soldats basés au Niger. Privé des mégawatts en provenance du Nigeria après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, le Niger fait face depuis des semaines aux coupures de courant. Le pays dépend de son voisin pour près de 90% pour son électricité. À l'image de plusieurs autres secteurs, celui de la santé n'est pas à l'abri des délestages actuels. La conservation des vaccins, par exemple, inquiète.
Chaque semaine, on peut évaluer jusqu'à une centaine, plus d'une centaine. Puisque par exemple, deux fois, on arrive à retrouver 60, 80, 40, 30 enfants par jour. Si c'était le jeudi que vous étiez ici, on aura beaucoup de gens par rapport aux autres jours. Les générateurs utilisés pour faire fonctionner les chambres froides font exploser les budgets. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Niger a dépensé 200 000 $ au cours des 3 premières semaines d'août, contre environ 10 000 $ par mois pour leur alimentation en carburant, afin de maintenir les vaccins au froid auparavant. Si ça continue, cela veut dire que nous allons être à court de gasoil. Et on ne peut plus alimenter ces chambres en électricité et tous ces vaccins que nous avons pour des milliards de francs, nous risquerons de les perdre. C'est ça surtout le problème. C'est ça le problème. Ce sont au total 28 millions de doses de vaccins qui sont en danger dans le pays. Les Zimbabwéens seront aux urnes ce mercredi pour le double scrutin présidentiel et législatif. C'est à la lumière de leur téléphone portable que les premiers électeurs tentaient de retrouver leur nom sur les listes électorales. C'est dire l'intérêt du scrutin dans un pays où le taux d'inflation était de 101% en juillet et qui croule sous le poids d'une dette jugée insoutenable. Le vote, c'est un droit, donc c'est important pour moi de voter. Jusqu'ici, tout va bien. Voter, c'est très important. La Constitution dit que le candidat que nous allons élire peut développer notre circonscription et notre région. Donc, c'est très important de choisir un candidat qui peut être votre député ou votre conseiller. Pour le président, c'est plus important parce qu'il peut développer notre pays. Ils doivent soutenir nos affaires parce que je suis un vendeur, donc nous avons besoin d'un soutien. Emerson Mnangagwa, 80 ans, est candidat à sa propre succession. Il a pour principal adversaire Nelson Chamisa, 45 ans, l'opposant qui redoute des fraudes, simple produit de l'imagination créative, rétorque la commission électorale. Il y a quelques jours, le 30 juillet, les Centrafricains se sont prononcés en faveur d'un référendum controversé pour changer la constitution du pays. Une victoire écrasante du oui, à plus de 95% selon les chiffres officiels, qui viennent d'être validés par la Cour constitutionnelle. Le chiffre de la participation a lui été revu légèrement à la baisse, avec 57,23% au lieu de 61,10%. Le président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016 puis réélu en 2020, ne s'est pas encore prononcé sur ses intentions. Mais il a désormais la possibilité de se représenter une 3e fois lors de la présidentielle de 2025. En effet, la nouvelle constitution, qui allonge notamment la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, supprime également la limite de mandat. Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile, ainsi que des groupes armés rebelles, avaient dénoncé ce référendum et appelé à boycotter le scrutin. Leur crainte, que Faustin Archange Touadéra reste au pouvoir indéfiniment. Avec cette décision de la Cour constitutionnelle, il ne dispose plus d'aucun recours légal. Les faits se sont déroulés en Centrafrique il y a environ 10 ans. Maxime Mokom, aujourd'hui âgé de 44 ans, était alors chef d'une milice, les Anti-Balaka. La CPI l'accuse de 20 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais l'ex-rebelle nie toute implication et se dit dévoué à la recherche de la paix. Je suis accusé de crimes commis du 5 décembre 2013 à avril 2014 à Bangui et Bossangoa. Je le refuse catégoriquement. Je nie absolument avoir participé à un quelconque plan impliquant des crimes qui m'ont été reprochés. Les violences des groupes rebelles auraient fait des milliers de morts et plus d'une centaine de milliers de déplacés selon la CPI. 2 anciens chefs de guerre anti-Balaka ainsi que le commandant de la Seleka sont déjà jugés par la Cour pénale internationale. Une délégation militaire russe conduite par le vice-ministre de la Défense est arrivée en Libye à l'invitation de Khalifa Haftar.
Le maréchal soutenant l'administration libyenne basée dans l'Est et jugé proche de Wagner, le groupe paramilitaire russe garde du reste les infrastructures militaires et pétrolières en Libye. Des entretiens ont eu lieu entre les responsables militaires russes et les chefs d'état-major des forces armées arabes libyennes du maréchal Khalifa Haftar. Ils portaient sur des perspectives de coopération dans la lutte contre le terrorisme international, entre autres. La Chine et l'Afrique du Sud ont annoncé le renforcement de leur coopération en marge du sommet des BRICS qui se tient du 22 au 24 août à Johannesburg. La Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud, comme l'a rappelé le président Cyril Ramaphosa, qui souhaite améliorer les échanges entre les deux pays. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique. Nous avons discuté de la nécessité de réduire le déficit commercial entre nos deux pays. Et l'un des moyens d'y parvenir est de garantir un meilleur accès au marché pour les produits sud-africains à valeur ajoutée, qui peuvent être exportés vers le marché chinois. En visite officielle à Pretoria avant l'ouverture du sommet dans l'après-midi, le président chinois a salué un nouveau point de départ historique avec l'Afrique du Sud, puissance commerciale de premier plan sur le continent. Nous soutenons fermement la construction de l'intégration africaine. Nous soutiendrons un progrès substantiel de l'adhésion de l'Union africaine au G20 cette année. Nous soutenons également l'Afrique du Sud pour qu'elle joue un rôle plus important dans les affaires internationales et régionales. Plusieurs accords et mémorandums de coopération dans divers secteurs ont été signés entre les deux pays. L'élargissement de l'adhésion aux BRICS était également à l'ordre du jour. À ce sujet, le président Ramaphosa a assuré que l'Afrique du Sud et la Chine ont des vues similaires. Pour rappel, une quarantaine de pays se sont portés candidats pour intégrer l'organisation. Le Brésil est de retour en Afrique. Déclaration de Lula da Silva qui participe en Afrique du Sud au 15e sommet des BRICS. Mardi à Johannesburg, le président brésilien a reconnu les opportunités qu'offre le continent ainsi que son potentiel de croissance. Les BRICS se sont fait un nom en tant que force œuvrant pour un commerce mondial plus juste, plus prévisible et plus équitable. Nous ne pouvons pas accepter un néocolonialisme vert qui impose des barrières commerciales et des mesures discriminatoires sous prétexte de protéger l'environnement. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représentent 40% de la population mondiale. Le bloc est responsable de plus de 30% de la production économique mondiale. Les BRICS ont une chance unique de façonner la trajectoire du développement mondial. Vous, entrepreneurs, faites partie de cet effort. Ensemble, nos pays représentent un tiers de l'économie mondiale. Signe de la vitalité des BRICS, les demandes d'adhésion formulées par plus de 20 pays, dont l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis. Le 15e sommet des BRICS s'est ouvert mardi à Johannesburg avec au centre des discussions l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence au niveau mondial. Dans une vidéo adressée aux dirigeants des BRICS, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé que la Russie ne reviendrait sur l'accord céréalier que si toutes ces conditions étaient remplies. Nous avons refusé de prolonger ce soi-disant accord après le 18 juillet. Nous serons prêts à revenir sur notre décision si et seulement si toutes
toutes les obligations à l'égard de la partie russe sont effectivement remplies. J'ai répété à maintes reprises que notre pays était en mesure de remplacer les céréales ukrainiennes, tant sur une base commerciale que sous la forme d'une aide gratuite aux États dans le besoin, d'autant plus que nous nous attendons à une excellente récolte. Le bloc, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, tient sa première réunion en personne depuis la pandémie de Covid-19. Poutine, grand absent de ce sommet, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lié à la guerre en Ukraine.